Bonjour, bienvenue pour cet avant-concert de notre programme intitulé Tzigan et qui va se faire en compagnie de la violoniste Hélène Collerette et de la pianiste Dana Ciocarli. Tzigan parce que dans ces musiciens nomades qui ont traversé et qui ont séjourné en Europe centrale et qui ont emporté avec eux une musique d'une richesse incroyable, eh bien, beaucoup de compositeurs se sont évidemment intéressés à cette musique. Et notre programme va donc tourner autour de cette fameuse musique Tzigan. Tzigan de Hongrie, Tzigan de Roumanie ou d'autres endroits, en tout cas de tous ces peuples nomades qui avaient une si belle musique. Pourquoi violon-piano? Parce que le violon est l'instrument roi des tziganes, avec un autre instrument particulier qui est le cymbalum, on en parlera tout à l'heure, qui sera évidemment souvent imité par les compositeurs. Tzigan, c'est aussi une façon de concevoir la musique, une musique qui est transmise de génération en génération, oralement, et qui va servir un petit peu de vecteur dans la société paysanne de l'époque, où on va transmettre des émotions, des sentiments, des joies, des peines à travers la musique. Et la musique va s'organiser au bout d'un moment selon un canevas bien précis qui sera toujours le même. Bien sûr, les compositeurs... On connaît Liszt, qui s'est intéressé à la musique hongroise, comme il l'appelait à l'époque, qui a écrit ses fameuses rhapsodies hongroises. On connaît Brahms, qui a écrit ses fameuses danses hongroises. Et bien, on va voir que bien d'autres compositeurs ont eu une démarche un peu particulière avec cette fameuse musique tzigane. On va commencer avec un compositeur et violoniste hongrois qui s'appelle Jenő Hubay et qui a écrit un recueil de plusieurs pièces pour violon et piano, évidemment, dans le style tzigane, en recueillant des mélodies tziganes et en les arrangeant dans des musiques de salon. Alors, cette pièce qui s'appelle « Sur les ondes du lac Balaton », elle va déjà commencer par une chanson, une très belle chanson traditionnelle tzigane, qui raconte l'histoire d'un pêcheur qui a perdu sa bien-aimée et qui a perdu son filet de pêche. Alors, comme toujours dans la musique tzigane, on a une mélodie très langoureuse, assez plaintive, qui est exposée au violon, accompagnée par le piano. Voilà cette mélodie. Voilà pour cette fameuse première mélodie. Un petit détail qui vous a peut-être échappé, avant même qu'elle commence à chanter avec son violon, elle a fait un petit motif musical qui ne débouchait sur rien, qui restait suspendu. Tu peux nous refaire juste la première mesure? Et ça s'arrête, et enfin la mélodie commence. On en parle maintenant parce que vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres musiques qui empruntent justement ce modèle-là. Alors après, Jenő Hubay, lui, il développe une autre mélodie. Il y a toujours deux mélodies dans les airs tziganes. Une mélodie plaintive, très langoureuse, et une mélodie qui va être un petit peu plus enjouée. La mélodie enjouée, ici, on l'entend surtout au piano. Alors, il va utiliser là aussi un principe qu'on trouve dans tous les airs tziganes, c'est que le violon, s'il est devenu l'instrument roi chez les tziganes, c'est d'abord parce qu'il a une propension à pouvoir chanter aussi bien que la voix humaine, et puis surtout c'est un instrument avec lequel ils vont développer une très grande virtuosité. Ce côté très festif, très jouissif de la musique qui va vite, qui est très vivante. Alors ça commence toujours par des variations, et bien sûr la mélodie que vient de jouer Dana, cette deuxième mélodie qui est quand même beaucoup plus gaie que la première, eh bien le violon va lui développer une petite variation dessus.
ainsi de suite. Alors, autre particularité de ces airs tziganes, c'est une progression dans la musique. On commence par chanter ses peines, le fameux pêcheur et sa bien-aimée. Et puis on se raccroche à la vie, on se dit que quand même la vie est belle et qu'on danse et qu'on a des amis et qu'on passe des bons moments. Et on a des mélodies qui sont plus gaies. Et puis on va aller jusqu'au bout, on aime danser, on aime ces choses très vives. Et alors là, le violon est roi puisqu'on va se retrouver à avoir quelque chose qui va extrêmement vite. Et c'est ce que va faire Yeno Ubay dans cette pièce-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va écrire quelque chose pour le violon qui va très très vite. On peut prendre les stesso tempo. Voilà exactement ce qu'on retrouve dans la musique tzigane. Ces moments où le violon va extrêmement vite, évidemment, la pièce va se terminer dans ce côté très jouissif de cette musique qui va aussi vite que ça. Ce canevas de la musique tzigane, eh bien, il va intéresser beaucoup de musiciens. Des musiciens, ce qu'on appelle les musiciens savants, c'est-à-dire ceux qui écrivent de la musique, qui écrivent des symphonies, qui écrivent des quatuors. Évidemment, on va en trouver beaucoup dans la région où il y a beaucoup de musiciens tziganes, en Hongrie, en Roumanie. Zoltán Kodály, musicien hongrois de la fin du 19e et du début du 20e, va lui écrire une pièce qui est d'abord à l'origine un opéra et qui s'intitule Háry János et qui célèbre un personnage, Háry János, qui est une sorte de héros patriotique hongrois. De cet opéra, comme souvent, il va être tiré une suite d'orchestre des meilleurs moments instrumentaux de l'opéra. Et de cette suite d'orchestre, comme souvent dans ces pays-là, on va faire des transcriptions pour violon et piano parce qu'on aime jouer ces pièces dans les salons et dans les cafés pour le plaisir des gens. Et on va retrouver un petit peu ces caractéristiques. Ici, c'est une pièce qui est l'intermezzo d'Háry János et qui est ce que l'on appelle un ferbunkos. C'est-à-dire, c'est à l'époque du 19e siècle en Europe centrale, c'était ce que l'on appelait les danses de recrutement. Lorsque l'armée arrivait pour recruter des gens pour aller faire la guerre, ils jouaient des danses pour attirer un petit peu les gens. C'était ce fameux ferbunkos qui se caractérise par des rythmes assez riches qui peuplent un petit peu ces danses-là, qui sont assez caractéristiques. Et vous allez voir qu'on va retrouver cette petite chose qu'on a eue tout à l'heure lorsqu'Hélène a joué la mélodie de Yeno Ubay. C'est cette petite chose qui est levée et qui est suspendue avant que la musique commence. Ici, la musique est beaucoup plus rythmée, c'est pas du tout un chant plaintif, au contraire, c'est quelque chose de très dansant, mais on a, hop, cette petite levée au début qui nous indique qu'on est bien dans la musique tzigane. Voilà. Et encore une fois, hop, cette petite levée qui débouche sur rien et on recommence la mélodie. Bien sûr que Háry János va construire tout son intermezzo aussi sur ce rythme de ferbunkos, sur ces fameuses danses de recrutement. Il y a des compositeurs qui, eux, vont avoir une démarche plus ethnologique et qui vont insérer cette musique dans leur composition. C'est le cas de Béla Bartók. Béla Bartók, compositeur hongrois, né néanmoins dans un village de Transylvanie qui est aujourd'hui en Roumanie, c'est ça? Voilà. Et Béla Bartók, qui très tôt va s'intéresser à ces musiciens, alors lui, il va bien faire la distinction entre les musiciens tziganes, qui sont des musiciens itinérants, et qui jouent une musique qui est évidemment avec des emprunts d'autres cultures, puisque c'est un carrefour géographique, et ce que l'on appelle la véritable musique hongroise, la musique magyare, qui est la musique qui est jouée dans les campagnes et qui est assez différente. Et lui, il va bien distinguer les deux, s'intéressant parfois à la musique tzigane, parfois à la musique magyare. Ici, il écrit deux pièces qui sont restées des pièces majeures du répertoire, qu'il intitule « Rhapsodie » pour violon et piano. Une rhapsodie, c'est quoi? C'est une pièce qui n'a pas vraiment de forme et qui doit donner l'apparence d'une espèce d'improvisation, en fait.
Alors, évidemment, ces rhapsodies, dans ces deux rhapsodies, on va avoir un condensé de mélodies populaires et qui vont venir tantôt de Roumanie, tantôt de Hongrie. La première rhapsodie va commencer par une sorte d'air, de danse assez paysan, donc on a quelque chose presque un petit peu lourd, assez caractéristique. Et ces rhapsodies sont toutes les deux faites sur le modèle qui reprend un peu finalement les airs tziganes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un lassou, c'est lent, un air lent, et ensuite le fris qui est l'air rapide, les danses rapides. Donc on a toujours, encore une fois, une progression entre le lent et le rapide. Ici, le lassou, le lent, eh bien c'est cette fameuse danse paysanne. Alors vous allez voir que le violon a un rythme caractéristique, et puis l'accompagnement, qui n'est pas un accompagnement extrêmement délicat et léger, mais qui fait penser à ces mélodies paysannes. Sauf que ici, à cet endroit-là, il va développer une autre mélodie d'un seul coup, complètement différente et beaucoup plus plaintive. Une fois que c'est dit, on revient à la danse du début. Voilà. Que vous reconnaissez, mais cette fois-ci avec un accompagnement un peu différent au piano. Et il va jouer comme ça pendant tout le temps de cette partie lente, entre cette mélodie paysanne, un petit peu robuste, et puis cette mélodie très plaintive. Et il va en rajouter d'autres, certaines roumaines, certaines hongroises. Et puis on va passer au fris, à cette fameuse partie qui est beaucoup plus dansante. Alors là, on va avoir quelque chose qui, du coup, ici, ont très certainement issu de quelque chose pour un mariage qui est très élégant. Tu nous fais juste la mélodie, s'il te plaît, Hélène ? Voilà. Cette petite chose très élégante, petite danse très élégante, eh bien, il va la mettre en musique et il va la composer. Là, c'est tout le savoir-faire d'un compositeur. Il aurait pu démarrer tout simplement avec un petit accompagnement, pourquoi pas, voilà. Sûrement, ça aurait très bien fonctionné. Et là, Bartók a un peu du génie, il va préparer un petit peu l'auditeur avec une toute petite introduction qui reprend un petit peu du motif de cette petite danse et qui est au piano, qui est un peu mystérieux. Et souvenez-vous ce qu'on a entendu, tu nous refais les dernières notes. Ces fameuses notes qui n'aboutissent à rien et qu'on retrouve toujours, parce qu'évidemment, c'est ce qui va servir à amener ce qui suit. Cette petite danse élégante, là aussi, plusieurs mélodies, plusieurs danses vont se côtoyer dans cette rhapsodie qui va finir de façon assez endiablée. Sa deuxième rhapsodie, puisqu'il en écrit deux, va être peut-être encore plus élaboré. Ici, on commence avec quelque chose qui est là aussi sur le même canevas, c'est-à-dire un lassou lent suivi d'un fris
qui est rapide. Ici, la première mélodie, à l'inverse de celle qu'on a eue dans la première rhapsodie, qui était une mélodie paysanne, eh bien ici, elle va être au contraire plutôt plaintive, avec une caractéristique de ces rythmes hongrois, alors pour le coup qu'on trouve, oui, dans cette région, et qui sont très accentués. Ici aussi, accompagnement délicat de cette mélodie au début au piano. Voilà. Et il va continuer son lassou, c'est-à-dire sa pièce lente, avec, là aussi, un agencement de ces différentes mélodies plutôt plaintives. Et puis vient le fris, cette fameuse partie rapide. Alors tout à l'heure, dans la première rhapsodie, dans le fris, on a eu quelque chose d'assez élégant au début. Une petite danse qui pouvait être une danse de mariage assez élégante. Ici, au contraire, on va avoir quelque chose de très paysan, même extrêmement rugueux. D'abord, l'accompagnement en lui-même au début, il annonce tout de suite. Alors, ici, presque à la limite, le but recherché, c'est pas du tout, c'est d'essayer d'avoir le son le plus rude possible pour retrouver le son de ces violonneux, de ces paysans qui jouaient avec un son très rude, peut-être pour nous illustrer un peu cette vie extrêmement difficile, cette vie paysanne très difficile qu'ils avaient, très rude. Alors, en fait, ce fris, cette deuxième partie, Bartók va finalement le rendre beaucoup plus imagé que dans la première rhapsodie. La première rhapsodie, on avait une suite de différentes danses et mélodies. Ici aussi, mais ici, il va y avoir des incursions presque dans la société gitane de l'époque, la société de Zigane, tels qu'ils étaient. Et on va retrouver à un moment donné, eh bien, dans les danses, on a toujours à un moment donné où on a des gens qui crient un petit peu. Alors, comment il a traduit ça, Bartók? C'est juste quelques notes, tu peux nous faire juste ces quelques notes? Voilà, ces trois notes comme ça symbolisent ces gens qui crient. On peut le faire dans le mouvement de la danse. Voilà, on entend ah là là, comme si on avait des gens d'un seul coup qui se mettaient à crier en plein milieu de l'assemblée alors que les autres dansent. Et puis il a voulu faire un petit clin d'œil genré, on va dire aujourd'hui, entre la différence entre les hommes et les femmes lorsqu'elles dansent. Donc les hommes, lorsqu'ils dansent, Bartók a tendance à les illustrer de cette façon-là. Les dames, lorsqu'elles dansent, ils les voient plutôt comme ça. Alors, pendant toute cette pièce, Bartók va jouer un peu à la fois avec ses personnages et avec les danses et les mélodies qu'il utilise pour cette pièce-là. D'autres compositeurs vont avoir cette démarche-là. Un compositeur roumain va avoir une démarche un peu similaire à Béla Bartók, c'est Constantinescu. Voilà, moi je ne le dis pas avec l'accent, mais ce compositeur roumain de la première moitié du XXe siècle. Absolument, c'est la génération juste après George Enescu. Voilà, alors lui il a recueilli beaucoup de pièces, de mélodies qu'il a intégrées, lui aussi qu'il a mis en forme dans sa musique. Oui, et la différence avec Bartók, c'est que Bartók c'était dans le nord-ouest, donc ce qu'on appelle la Transylvanie.
Et Paul Constantinescu, c'est plutôt le sud et la partie vers la mer Noire, donc la Dobroja. Donc c'est plus oriental. D'accord. Donc, un petit recueil de pièces pour piano. La première qui s'intitule... Kuntek, ça veut voilà, dire chanson. Ça veut dire chanson, et c'est une chanson. Eh bien, même système, c'est-à-dire que d'abord, on présente la chanson elle-même. Et puis, on va faire des variations. Parce que finalement, dans cette espèce de canevas d'air tzigane qui était joué par ces musiciens itinérants, eh bien, on a toujours ce canevas avec des variations. C'est-à-dire qu'on répète, mais on va agrémenter, on va faire des choses un peu plus virtuoses, un petit peu plus tristes. Ça dépend selon ce qu'on veut faire. Alors ça, c'est la première pièce qui sera une suite de variations. La deuxième pièce, je vais te laisser la dire parce que moi, j'y arrive pas. Jok Dobrojan. C'est-à-dire ça veut dire danse de Dobroja, justement la région. La région, la fameuse région dont on parlait. Et qui fait du bon vin et qui est la frontière entre la Turquie et la Roumanie par la mer Noire. D'accord. Alors, de cette pièce, cette danse, ici, on va voir un rappel de quelque chose de très caractéristique aussi des ensembles tziganes. C'est un instrument. On a vu les ensembles tziganes, c'est des ensembles polyphoniques dans lesquels on a le violon qui est le principal instrument. Tout de suite après, on a la clarinette qui vient préluder un peu de temps en temps avec le violon. Et puis, on a les instruments accompagnateurs, contrebasse, violoncelle, alto et des fois d'autres violons qui font les accompagnements, c'est-à-dire tous les motifs qui accompagnent un petit peu qu'on retrouve ici au piano. Et un instrument traditionnel et qu'on retrouve dans tous les ensembles tziganes, qui est caractéristique, qui est le cymbalum. Ce fameux cymbalum, qui est en fait une table d'harmonie, comme un grand meuble en bois, sur lequel des cordes sont tendues, en fait croisées, l'une en face de l'autre, comme ça, et qui se jouent avec des baguettes autour desquelles on a enroulé un petit fil de coton, et on tape dessus. Alors on a un peu l'équivalent en Occident qu'on appelle tympanon, et on tape dessus, et il y a un jeu de pédales pour enlever les étouffoirs et faire en sorte que ça résonne beaucoup. Ce qui donne quelque chose avec une sonorité très particulière, à la fois très cristalline parce que c'est des cordes en métal, et en même temps, du fait de la résonance, c'est un peu comme si je demandais à Dana au piano de faire un grand arpège en mettant la pédale enfoncée. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve, ça résonne, ça produit beaucoup de sons. Et alors, c'est quelque chose qui agrémente et qui enveloppe parfaitement bien les mélodies langoureuses du violon, sauf que quand on l'utilise comme ça, effectivement, il produit cet effet, mais quand on l'utilise en tapant successivement sur les cordes, eh bien, on a des choses extrêmement virtuoses et qui vont très vite. Et beaucoup de compositeurs qui ont écrit de la musique qui s'apparentait à la musique tzigane, ou en tout cas, lorsqu'il y avait un clin d'œil par rapport à la musique tzigane, eh bien, ont voulu imiter ce fameux cymbalum. Pas facile d'imiter un instrument comme ça lorsque on est sur un instrument qui, justement, la difficulté sur le piano, c'est de répéter les notes, tout simplement parce qu'une fois que vous avez enfoncé le doigt sur la touche du piano, il faut le temps que la touche remonte pour pouvoir réenfoncer son doigt. Donc, ici, les compositeurs vont s'amuser à imiter ce cymbalum. Dans cette deuxième pièce, Constantinescu, c'est exactement ce qu'il fait. Tu joues au tempo le début ? De ces notes qui se répètent et qui vont extrêmement vite. On peut imaginer un joueur de cymbalum avec ses baguettes jouant très rapidement en alternant les mains pour pouvoir répéter ces notes. Alors comment ils s'y prennent les pianistes pour faire ce genre de choses? C'est une technique particulière qui consiste à alterner un doigt et un autre. En fait, tu nous refais le début. Aussi, voilà. Tu nous fais le début au tempo. Voilà. Si je lui demande de le faire très lentement,
chaque doigt se met l'un après l'autre. Voilà, et on accélère. Et Constantinescu va en fait construire toute sa deuxième pièce autour de cette fameuse imitation du cymbalum. Le cymbalum qu'on va retrouver dans énormément, en tout cas l'imitation du cymbalum qu'on va retrouver dans beaucoup de pièces de compositeurs qui vont, comme je vous le disais, faire un petit clin d'œil à la musique zigane. Jusqu'à maintenant, on a vu des œuvres qui avaient été composées par des personnes du cru, on pourrait dire. C'est-à-dire, on a parlé de Jenő Hubay, hongrois, on a parlé de Constantinescu, roumain, de Zoltán Kodály, hongrois, de Béla Bartók, hongrois ou roumain, on ne sait pas trop. Mais il y a aussi beaucoup de compositeurs qui ont eu un faible pour cette musique tzigane aussi riche, aussi entraînante, en Occident, et particulièrement en France. Et peut-être le plus génial d'entre eux, c'est Ravel. Ravel a écrit une pièce qu'il a intitulée « Tzigane » pour violon et piano. Alors, elle a une histoire un petit peu particulière, cette pièce. Ravel a été de tout temps très intéressé par les musiciens tziganes, par ces musiciens itinérants et par cette musique. Par le violon. Néanmoins, Ravel n'a jamais composé de concerto pour violon, alors qu'il a composé 2 concertos pour piano. Et il a composé une sonate pour violon, magnifique d'ailleurs, mais il a une littérature pour violon qui n'est pas énorme. Néanmoins, il s'est intéressé beaucoup à la technique de l'instrument. Et il était tout à fait en admiration devant un violoniste qui avait existé au XIXe siècle, qui s'appelle Niccolò Paganini, qui a été le plus grand violoniste peut-être de l'histoire, et surtout qui a fait, comme Liszt pour le piano, fait faire un progrès incroyable dans la technique et dans les possibilités d'expression du violon. On peut considérer que tout ce qui a été écrit de plus difficile pour le violon a été écrit par Paganini. Et Ravel a voulu relever un petit peu le défi, d'écrire une pièce pour violon qui rende hommage aux tziganes, parce qu'il avait bien vu que les violonistes tziganes étaient très virtuoses, et en même temps d'essayer d'écrire la pièce la plus difficile possible. Alors il avait une amie qui s'appelait Hélène Jourdan-Morange, qui était une violoniste, très bonne violoniste de l'époque, et un jour il lui dit « Écoutez Hélène, venez avec moi à Montfort-l'Amaury, venez avec vos partitions de Paganini, les 24 caprices de Paganini, et nous allons travailler ensemble. » Et il a étudié la technique du violon avec cette personne pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre quels étaient les secrets de ces exploits techniques qu'on trouvait. Et il a parsemé sa partition de toutes les difficultés qu'on peut trouver dans l'écriture pour violon. Il respecte lui aussi un petit peu le canevas de ces fameuses airs tziganes. Sauf que c'est Ravel. Sauf que c'est de la musique du XXe siècle. Et donc, c'est très stylisé. Alors au début, plutôt que de retrouver une jolie mélodie, comme on a eu tout à l'heure avec Jenő Hubay, il va inventer que pour commencer cette pièce, c'est le violon et uniquement le violon qui va jouer seul pendant 3 minutes, c'est-à-dire sans accompagnement de piano. Et alors, une particularité, ce violon, cette violoniste, au lieu d'utiliser toutes les cordes de son violon, elle ne va en utiliser qu'une seule, puisqu'il demande que ça soit joué que sur la corde de sol, qui est la corde la plus grave. Et là aussi, c'est une référence à Paganini, puisque le fameux Paganini aimait souvent jouer des mélodies uniquement sur cette corde. Alors ça commence par le violon, qui expose quelque chose qui est pas tellement plaintif, on pourrait dire, en tout cas plus rageur au début que plaintif.
Alors voilà, la particularité autre de cette pièce, c'est que Ravel a voulu absolument respecter le titre de son œuvre, qu'il intitule Tzigane, Rhapsodie de concert. Il faut qu'on ait l'impression que c'est une improvisation. Et lui, il s'est imaginé un musicien de tzigane se lançant dans une improvisation seul et ensuite être retrouvé, rejoint par ses collègues musiciens pour finir ensemble, toujours dans cette progression du lent qui va jusqu'au plus rapide. L'introduction au violon va se développer de plus en plus jusqu'à arriver à un point de suspension où va rentrer le piano. Que va faire le piano? Imiter le cymbalum. Comment imiter le cymbalum? Eh bien en faisant pas du tout ce qu'elle a fait tout à l'heure dans le côté virtuose, mais au contraire dans le côté très enveloppant du cymbalum, c'est-à-dire des arpèges sans pédale. Plein d'arpèges, plein de petites notes partout. On met la pédale. Et qu'est-ce que ça fait? Voilà. On rajoute le violon depuis la sortie de cadence. Depuis la sortie de cadence, le violon. Et l'entrée du piano qui chime du cymbalum. Voilà, on a eu notre cymbalum et maintenant on va développer notre mélodie tzigane. Alors quelle est-elle cette mélodie tzigane? Une jolie mélodie qui a beaucoup d'entrain, qui est plutôt assez joyeuse. Tu nous la joues simplement à 8? Voilà. Alors, sauf que Ravel, et le génie de Ravel, c'est qu'il va faire comme les autres, c'est-à-dire il va faire comme Constantinescu tout à l'heure, comme Yene Ubai qu'on a entendu tout à l'heure, il va faire des variations. À chaque fois, elle va être présentée de façon différente, mais on va toujours la reconnaître. La première fois, eh bien, c'est le violon qui la joue et le piano qui accompagne. La même chose avec le piano. Sauf que, évidemment, Ravel écrit déjà quelque chose de magnifique ici, mais il ne pouvait pas se contenter que de ça. Et après, il va développer un vrai trait de génie dans la variation qui suit, celle avec les harmoniques. Vous allez voir, on va d'abord vous la jouer, le début. Voilà. Alors, vous avez entendu cette petite mélodie tiam, pam, 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 qu'on entend quand même, mais au milieu de plein d'autres notes, quelque chose d'un peu féerique, on se demande un peu d'où ça vient. Il a utilisé une particularité de la technique du violon qui consiste à faire des sons un peu différents. Sur un violon, lorsqu'on pose le doigt sur la touche, la note normale, si je lui demande, au lieu de son doigt de le laisser bien appuyé, au contraire d'effleurer la corde, le son qui sort est beaucoup plus aigu. On peut s'amuser à faire plein de sons comme ça, plus aigus, rien en effleurant. Ça fait des sons très aigus, un peu comme une flûte. Et alors Ravel a l'idée de mélanger les notes de sa mélodie en faisant des sons normaux, et le reste des autres notes sont que des notes qui sont comme ça, flûter un peu, lentement, très lentement. Si je lui demande de le jouer au tempo, vous allez entendre la mélodie au milieu de ces petits murmures d'oiseaux.
Voilà, exactement. Alors, Ravel va aussi utiliser d'autres choses caractéristiques de la technique du violon, notamment l'épides. Alors, vous allez me dire, l'épides, c'est quand on pince la corde avec, voilà, avec le doigt plutôt qu'avec l'archet. Sauf que M. Paganini avait inventé une technique particulière qui fait que quand on doit faire des pids plusieurs fois de suite avec le doigt de la main droite, c'est pas très pratique parce qu'on ne va pas assez vite, c'est difficile d'aller vite. Un peu comme pour le piano, c'est difficile d'aller vite quand on doit répéter des notes, alors là c'est difficile d'aller vite. Alors lui, il a une idée, il s'est dit oui, mais les pizzicato, je peux les faire un peu avec la main droite et un peu avec la main gauche. Ah, on a deux possibilités. Si on alterne l'un et l'autre, on peut aller vite. Et alors, il va faire une variation de cette fameuse mélodie où Hélène va jouer tantôt un pizz avec sa main droite, tantôt un pizz avec sa main gauche. On va alterner et ça va permettre de faire des pistes très rapides. Exactement. Et on entend toujours, au milieu de tous ces pizzicato, on entend notre fameuse mélodie qui est rejouée encore depuis le début, selon le principe qui veut que, eh bien, on va toujours faire des variations de notre mélodie. Il va terminer évidemment son œuvre. Comme tous les compositeurs ont suivi le même cadenas, c'est-à-dire cette fameuse progression vers quelque chose qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus endiablé. Alors, on va commencer cette section, là encore, par une nouvelle imitation du cymbalum. C'est le piano qui fait un grand arpège descendant pour imiter le cymbalum. Voilà. Et on va commencer doucement et on va accélérer. Et de plus en plus vite. Et voilà, et on ne peut pas avoir plus belle démonstration que cette fin endiablée des musiciens tziganes. Vous allez donc écouter maintenant ce concert consacré à la musique tzigane et qui commencera cette fois-ci par le Arianos de Kodail.